Savais-tu qu'au Japon, on adopte plus d'adultes que d'enfants? Ou que ce pays vend davantage de couches pour adultes que n'importe quel autre monde? Derrière ces paysages majestueux et sa modernité éclatante, se cache une histoire peuplée de pratiques insolites et de croyances uniques, introuvables ailleurs sur la planète. Découvrons ensemble un Japon méconnu, loin des clichés habituels, à travers 21 faits étranges qu'on ne trouve qu'au pays du soleil levant. Numéro 21. Dormir dans le train. Lorsque tu empruntes un train au Japon, il est fréquent d'observer quelques passagers s'assoupir tranquillement en route vers leur destination. Il s'agit d'un sommeil profond, apaisé, au vu de tous. Si tu viens d'un lieu comme New York, où le métro est sans doute l'endroit le plus risqué où tu pourrais te trouver, cela te semblerait plutôt curieux. Mais au Japon, dormir dans le train est une pratique tout à fait ordinaire. Vois-tu, contrairement à d'autres endroits où les voyageurs seraient importunés par des plaisantins ou délestés de la moitié de leurs biens, les Japonais se montrent extrêmement courtois, particulièrement envers les étrangers. Ainsi, peu importe à quel point ce sommeil peut paraître inconfortable, ces passagers n'ont pas à craindre d'être dérangés ou attaqués. Cependant, cela ne répond pas à la question principale. Pourquoi les Japonais s'endorment-ils dans le train? Eh bien, en réalité, la plupart des gens au Japon sont réellement épuisés, surtout dans des villes comme Tokyo. Alors, pourquoi ne pas profiter du trajet pour récupérer un peu sur le chemin de l'école, du bureau ou de n'importe quel autre lieu? Et puis, il faut dire que ces trajets sont souvent très longs, pouvant s'étendre jusqu'à 3 ou 4 heures. Du coup, il est assez compréhensible que certains s'ennuient et finissent par sombrer dans le sommeil en chemin. En général, dormir dans le train n'est pas mal perçu, d'autant que la plupart des Japonais préfèrent se concentrer sur leurs propres affaires. C'est pourquoi il est assez étonnant d'apprendre que le racisme est légal au Japon. Numéro 20. Racisme impuni. Tu as peut-être vu des vidéos où des Asiatiques interpellent des Afro-Américains avec le mot en haine. Et bien que cela ne concerne qu'une minorité de la population, la notion de racisme au Japon diffère grandement du reste du monde. Faire preuve de discrimination selon la nationalité, l'origine ethnique ou la couleur de peau n'est pas inhabituel au Japon. Ici, les employeurs peuvent refuser d'embaucher des étrangers et les propriétaires n'hésitent pas à rejeter un locataire qui n'est pas japonais. En fait, la plupart des propriétaires, ils ne traitent pas souvent avec des étrangers. D'après le rapport de 2017 sur les résidents étrangers, 39% des personnes interrogées ont indiqué que leur demande de location avait été refusée par une agence immobilière en raison de leurs origines. Et 25% n'ont pas pu décrocher un emploi parce qu'ils ne sont pas japonais de naissance. Il n'est pas rare de voir des commerces afficher des pancartes devant leur entrée, précisant qu'ils ne servent pas les étrangers, qu'il s'agisse de restaurants, de boutiques de vêtements ou même de boîtes de nuit. Cependant, il est aussi essentiel de souligner que la discrimination raciale au Japon n'est pas réellement violente. Ainsi, tu ne risques probablement pas d'être agressé simplement parce que tu es noir, mais tu pourrais perdre un logement, un emploi ou des opportunités d'éducation. La plupart des entreprises privilégient l'embauche de Japonais, sans doute en raison de leur passion pour le travail. Numéro 19. Workaholisme extrême. Le jour de Noël, 2015 était une journée festive, comme partout dans le monde. Mais pour Matsuri Takahashi, ce fut le jour où elle a décidé de mettre fin à ses jours. Cette norme culturelle erronée qu'il faut tout dévouer à l'entreprise. Et vous êtes un guerrier d'entreprise. Et je pense que c'est ce qui pousse vraiment les gens à bout. En sautant du dortoir de son entreprise, cette jeune femme de 24 ans a laissé une ultime déclaration, marquant une vie dédiée à un travail acharné, comme tant d'autres au Japon. Mais avant son décès, Takahashi avait partagé plusieurs messages troublants sur Twitter, confiant qu'elle était brisée physiquement et émotionnellement par un emploi trop exigeant. Et elle avait clairement exprimé son intention de se suicider. Une enquête sur sa mort révélerait plus tard qu'elle avait été contrainte par son employeur à effectuer plus de 100 heures supplémentaires en un seul mois. Cependant, le véritable problème, c'est qu'elle n'est pas la seule travailleuse japonaise à s'épuiser jusqu'à la mort. Vois-tu, la culture japonaise valorise énormément la notion de karoshi, ou mort par surmenage. Et depuis quelques décennies, nombre de jeunes sombrent dans la dépression, simplement parce qu'on les pousse à travailler bien trop dur. Deuxièmement, mon mari, Toshiro Chugen, est devenu chef du service de pédiatrie dans l'hôpital où il travaillait et 6 mois après, il s'est suicidé en raison de longues heures de travail et de surmenage. En tant que pédiatre de garde à l'hôpital, Tous ne se suicident pas,
Mais certains succombent à des crises cardiaques ou à d'autres graves problèmes de santé, tous liés à cette culture du travail. Sans surprise, ce n'est pas le seul exemple d'extrémisme culturel au Japon, car même les critères de beauté y sont assez particuliers, bien que pas comme tu pourrais l'imaginer. Numéro 18. Les dents tordues. Qu'ont en commun Tomomi Itano, Kanako Mamota et Masur Ino? Elles ont toutes des dents tordues et incarnent un idéal de beauté au Japon. Yaeba, un concept dont la plupart des Occidentaux n'ont jamais entendu parler, mais que beaucoup de femmes japonaises ont adopté ces dernières années. Où ailleurs dans le monde des dents tordues seraient-elles jugées plus belles que des dents alignées? Bienvenue au Japon, pays de l'étrange et du beau, où des jeunes femmes modifient chirurgicalement leurs dents pour les rendre plus tordues, car les hommes trouvent cela plus attirant. Peut-être que les deux qui sont un peu éloignés, comment dire, ce ne sont pas des crocs, mais ils sont joliment pointus. Certains disent que cela donne aux femmes un air presque enfantin. D'autres pensent que c'est un signe de jeunesse. Mais peu importe la raison, avoir une dent de travers est devenu un critère de beauté au Japon. Contrairement aux normes généralement admises dans des lieux comme les États-Unis ou l'Europe, les dents parfaitement droites sont carrément démodées. Et avec une simple intervention, les femmes peuvent transformer leurs dents bien alignées en une version adorable, évoquant un chiot qui semblerait étrange à un étranger. Tu sais ce qui semblerait aussi étrange à un étranger? Adopter un homme adulte. Numéro 17. Adoption d'adultes. Avec le deuxième taux d'adoption le plus élevé au monde, le Japon enregistre environ 880 000 cas d'adoption chaque année. Le seul hic, c'est que la plupart concernent des hommes dans la vingtaine ou la trentaine, adoptés par des familles fortunées. Comme dans bien des cultures, les Japonais transmettent leur nom de famille par les héritiers masculins. Alors, quand une famille n'a que des filles, cela signifie que le nom risque de s'éteindre. Pour y remédier, la plupart des familles accueillent des hommes adultes dans leur foyer et leur lèguent directement l'héritage. Dans d'autres cas, lorsqu'une femme épouse un homme, sa famille peut aisément l'adopter comme fils pour qu'il prenne le nom et l'héritage à sa place. J'ai 2 filles. Donc, en tant qu'aînée, je voulais naturellement devenir médecin pour aider mon père. Le problème, c'est que je n'étais pas assez intelligente pour continuer à étudier la médecine, alors j'ai abandonné. Maintenant, je n'ai pas d'autre choix que d'épouser quelqu'un qui peut reprendre la gestion de la clinique. Cependant, certaines familles ayant des fils adoptent tout de même un autre garçon, pour diverses raisons. D'une part, l'héritier présumé d'une entreprise familiale n'est peut-être pas le meilleur choix pour la diriger. Alors, la famille adopte un dirigeant expérimenté pour prendre la relève après le décès du patriarche. Parfois, il s'agit même d'un employé de l'entreprise qui a prouvé qu'il gérait mieux les affaires que le fils biologique. Bien sûr, le fils doit accepter cela avec grâce, peu importe ce qu'il en pense, ce qui illustre bien la culture japonaise à double visage. Numéro 16. Fausse politesse. Imagine proposer à un collègue de sortir après le travail. Il accepte chaleureusement ton invitation, mais ne se présente jamais au rendez-vous. Dans d'autres cultures, cela serait perçu comme une impolitesse. Mais les Japonais envisagent ce type de situation sous un angle bien différent. C'est là qu'entrent en jeu les notions de tatemae et de on. On désigne les véritables intentions et sentiments d'une personne japonaise, tandis que tatemae ressemble davantage à une façade qu'ils affichent par courtoisie. Par exemple, si quelqu'un prolonge trop sa visite chez un ami, la mère de cet ami passe la tête dans la pièce vers l'heure du dîner pour demander aux visiteurs s'ils souhaitent rester manger. À première vue, cela semble être une gentille attention de la famille. Mais en réalité, la mère cherche juste à te faire comprendre qu'il est temps de partir. Alors, la bonne réaction n'est pas d'accepter l'invitation. Au contraire, la mère s'attend à ce que le visiteur décline et rentre chez lui sans tarder. En tant qu'étranger, si un Japonais te dit que ton japonais est excellent, il pense probablement qu'il est assez médiocre. Cependant, en usant de compliments détournés, ils parviennent à exprimer leurs vraies pensées sans te froisser. Mais qu'est-ce qui est plus surprenant que cette politesse feinte? Peut-être le fait de pouvoir louer une famille entière. Numéro 15. Louer une famille. Il n'y a rien de plus embarrassant que d'arriver seul à un événement important, surtout quand tous les autres sont entourés de membres de leur famille. Alors, que fais-tu quand aucun proche n'est disponible pour t'accompagner à une occasion? Tu engages simplement un inconnu pour jouer le rôle. Ce concept peut sembler insolite à un étranger vivant à l'autre bout du monde. Mais au Japon, c'est une pratique tout à fait courante. C'est une entreprise qui aide les personnes en difficulté en louant des maisons ou en louant des amis. Des parents aux frères et sœurs, en passant par les conjoints ou les cousins éloignés, aucun rôle n'échappe à ces acteurs prêts à jouer pour un peu d'argent. Sans surprise, ce service n'est pas vraiment abordable.
On parle d'une moyenne entre 15 000 et 10 000 yens par personne pour seulement quelques heures. Pour te donner une idée, cela représente environ 150 à 300 $. Le seul avantage, c'est que tu peux facilement choisir les traits de ton membre de famille loué, de l'âge à la silhouette, jusqu'au style vestimentaire. Tu peux même payer des gens pour jouer tes amis pendant quelques heures. Et grâce au talent remarquable de ces acteurs, cette pratique a gagné une popularité incroyable au Japon au fil des années. Tu sais quelle autre tendance a pris de l'ampleur? Les hôtels de l'amour. Numéro 14. Les hôtels de l'amour. Oublie le nom raffiné. Les hôtels de l'amour sont en réalité des motels à court terme où les couples peuvent s'offrir un moment d'intimité. Principalement ouverts la nuit, ces chambres décorées avec soin offrent une bulle de tranquillité essentielle aux couples vivant avec leurs parents ou des colocataires. Cependant, contrairement à la culture des motels dans d'autres régions du monde, les hôtels de l'amour ne sont pas des lieux vétustes, miteux ou louches. Ils ne portent aucun stigmate et la plupart des couples n'ont pas à rougir de les fréquenter. L'histoire de ces hôtels remonte à l'après-guerre, quand les jeunes couples japonais vivaient avec leur famille élargie, leur laissant peu d'occasions d'être seuls. Mais grâce aux hôtels de l'amour, ils peuvent échapper aux regards indiscrets des proches et s'abandonner à la romance sans interruption. Même les couples en rendez-vous passent du temps dans ces hôtels de l'amour. Et contrairement aux préjugés liés aux motels occidentaux, les hôtels de l'amour japonais sont perçus comme des symboles de prestige. En parlant de traditions insolites, as-tu déjà entendu parler de la curieuse coutume de Noël au Japon? Numéro 13. Noël free à la Kentucky. Le 24 décembre, c'est le jour où tous les KFC du Japon tournent à plein régime, vendant entre 5 et 10 fois plus que les jours habituels. Pourquoi? Parce que les Japonais estiment que le meilleur moyen de fêter Noël, c'est de manger du KFC. Vois-tu, bien que seulement 1% de la population japonaise se dise chrétienne, presque tous les foyers célèbrent Noël. Pour comprendre comment ils en sont venus à associer KFC à Noël, il faut remonter quelques décennies en arrière. Après avoir traversé un effondrement économique bien mérité dans les années 1940 et 1950, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'économie japonaise a commencé à prospérer. Et pour la première fois depuis longtemps, les gens pouvaient s'immerger dans la culture de consommation. C'est là que KFC est entré en scène. Puisque les États-Unis étaient et restent une puissance culturelle, les Japonais se sont passionnés pour la cuisine américaine. Parmi toutes les entreprises américaines qui ont investi le marché japonais, KFC s'est imposé comme le plus populaire, avec plus de 300 restaurants à travers le Japon en 1981. Grâce à une stratégie marketing brillante, KFC a forgé une nouvelle identité au Japon, devenant le symbole de Noël avec sa campagne « Kentucky pour Noël », lancée en 1974. Depuis lors, manger du KFC à Noël est devenu une tradition extrêmement prisée, respectée chaque année par les Japonais. Mais savais-tu qu'ils organisent aussi un festival où des hommes adultes rivalisent pour faire pleurer des bébés? Numéro 12. Festival des bébés. Depuis 400 ans, les Japonais célèbrent le festival Nakizumo, le festival des bébés qui pleurent. Et c'est exactement ce que son nom suggère. Selon les croyances japonaises, les pleurs des bébés leur apportent santé et prospérité pour l'avenir, tout en chassant les mauvais esprits ou démons. Alors, chaque année, plus de 100 lutteurs de sumo s'habillent et montent sur le ring, un bébé dans les bras. Celui qui parvient à faire pleurer le bébé en premier de la manière la plus douce possible remporte la victoire. Certains grognent, portent des masques effrayants ou grimacent de façon exagérée. Mais ça ne fonctionne pas toujours, car certains bébés éclatent simplement de rire. Pour les étrangers, faire pleurer des bébés pourrait sembler être une pratique cruelle. Mais au Japon, c'est une activité ludique et sans malice. Numéro 11. Vivre en isolement. Se couper du reste du monde semble être une manière terrible de vivre. Mais au Japon, non seulement c'est toléré, c'est parfois même encouragé. Les jeunes hommes et femmes confrontés aux défis de la vie, à la maladie ou à la dépression, adoptent un mode de vie solitaire, sans aucun contact social. Communément appelé hikikomori, ce phénomène d'auto-isolement est assez répandu parmi les jeunes adultes. Et parfois, cela dure quelques mois ou quelques années. Mais dans certains cas, ces personnes ne sortent jamais de cette période de repli. Imagine rester cloîtré dans ta chambre pendant des décennies, dépendant de ta famille pour te nourrir, sans étudier, travailler ou interagir avec le monde extérieur. C'est la réalité d'une partie de la jeunesse japonaise touchée par le hikikomori. Selon les statistiques, au moins 1,2% de la population est concernée par ce trouble mental. Bien que ce pourcentage semble faible, ce phénomène est bien plus courant qu'ailleurs dans le monde. Tu sais qui d'autre évite de s'intégrer librement dans la société? Les personnes tatouées. Numéro 10. Discrimination contre les tatouages.
À première vue, le Japon semble être une société très tolérante, sauf pour quelques règles strictes qui excluent carrément certains groupes de personnes. Par exemple, toute personne portant des tatouages se voit interdire l'accès aux bains publics et aux sources chaudes. Et avant que tu ne cries à l'injustice, cette règle ne repose pas vraiment sur la haine, mais sur la crainte. Vois-tu, contrairement à l'Occident, les tatouages au Japon sont parfois associés aux yakuza ou à d'autres groupes criminels. Bien qu'il soit vrai que tous les tatoués ne sont pas des gangsters, beaucoup préfèrent éviter tout contact avec eux par prudence. Pour tenir les gangs à distance des bains publics, la plupart des propriétaires imposent cette interdiction. C'est une mesure pour protéger le reste de la clientèle et éviter d'effrayer les visiteurs. En résumé, tatouage rime avec gangster. Alors, là où les gangsters ne sont pas les bienvenus, les autres tatoués peuvent aussi avoir du mal à entrer. Pour une nation si attachée à la sécurité, la culture japonaise accorde pourtant une surprenante liberté aux enfants. Numéro 9. Indépendance des enfants. Des enfants qui marchent seuls, des groupes d'enfants prenant le train ensemble sans adultes, ce sont des scènes tout à fait banales au Japon. Avec leurs hautes chaussettes, leurs souliers vernis et leurs jupes plissées, ces enfants se baladent avec leur sac à dos. Parfois pour faire des courses, parfois juste pour retrouver leurs amis. Comparé au reste du monde, où beaucoup appelleraient la police en voyant un enfant seul dans la rue, le Japon a cultivé une culture de sécurité. Cela offre aux enfants la liberté de se déplacer en ville sans crainte. On parle d'enfants aussi jeunes que 6 ou 7 ans. En fait, les familles envoient leurs petits faire des commissions, allant à l'épicerie, à la boulangerie, puis revenant à la maison. Il existe même une émission télévisée consacrée à filmer la première sortie en solo des enfants, diffusée depuis 25 ans. Cela montre à quel point cette pratique est enracinée dans la culture japonaise. Puisque le Japon affiche un taux de criminalité très bas, beaucoup de parents se sentent à l'aise de laisser leurs enfants sortir seuls, sans surveillance adulte. En parlant de valeurs familiales, savais-tu que l'infidélité est totalement normalisée au Japon ? Numéro 8. Culture de la tromperie. Tu as sans doute entendu parler des bars de rencontres répandus au Japon. Mais est-il vrai que les Japonais trompent leurs conjoints dans leur mariage ? Eh bien, la vérité pourrait être plus étrange que la fiction. Vois-tu, bien que le Japon affiche l'un des taux de divorce les plus bas au monde, les personnes mariées trompent à un rythme bien plus élevé qu'ailleurs. C'est là que les bars de rencontres jouent un rôle clé. Ils sont anonymes, protègent les données de leurs clients et sont si discrets que la plupart des conjoints ne découvrent jamais les infidélités de leur partenaire. À moins que celui-ci ne se trahisse lui-même. D'après les statistiques de 2020, environ 20% des Japonais avouent avoir trompé leur conjoint ces dernières années. Quelques années plus tôt, une autre étude classait le Japon au 7e rang des pays où l'infidélité est moralement acceptée. Pour beaucoup de couples japonais, croire qu'une seule personne puisse combler tous tes besoins semble assez irréaliste. Alors, plutôt que de rester fidèle à une seule personne, ils cherchent la satisfaction sexuelle ailleurs. Ainsi, il n'est pas rare de voir des hommes mariés avec des maîtresses. Et inversement. Tout comme il n'est pas rare que les restaurants exposent de la nourriture factice. Numéro 7. Fausse nourriture. Une règle au Japon. Ne te fie pas à tout ce que tu vois. En déambulant dans les rues animées de Tokyo, tu peux tomber sur des dizaines de vitrines remplies de plats appétissants et alléchants. Des glaces aux boissons gazeuses, en passant par des repas complets. Mais si ces plats sont exposés jour après jour, pourquoi ne fondent-ils pas ou ne pourrissent-ils pas ? Eh bien, c'est parce qu'ils ne sont pas réels. Et non, les restaurants japonais ne servent pas de faux plats à leurs clients. En réalité, ces échantillons de nourriture artificielle servent de décoration pour les vitrines des magasins. Peu importe à quel point ils semblent délicieux, ils ne sont pas comestibles. Et ils sont là uniquement pour attirer davantage de clients dans le restaurant. Mais pourquoi recourir à cela ? Eh bien, quoi de mieux qu'une version en 3 dimensions pour te donner une idée du plat que tu vas commander ? Puisque les restaurants japonais sont très pointilleux sur la présentation, la commande du client ressemble généralement trait pour trait à cette fausse nourriture. Mais si tu trouves l'exposition de plats factices étranges, tu devrais voir combien de couches pour adultes sont vendues au Japon chaque année. Numéro 6. Les couches pour adultes. Les ventes de couches pour bébés diminuent constamment au Japon. Et dans le même temps, de plus en plus de gens achètent des couches pour adultes. Selon OJ Holdings, un fabricant japonais de produits en papier, la demande de couches pour enfants a tant baissé qu'ils réduisent leur production. Imagine passer de 700 millions de couches vendues en 2001 à seulement environ 400 millions aujourd'hui. La raison de ce changement n'est pas difficile à deviner. D'une part, le taux de natalité au Japon a fortement chuté au cours des 10 dernières années. Tout cela à cause d'un faible taux de fertilité et de l'essor de la culture d'entreprise chez les jeunes couples japonais.
D'autre part, les personnes âgées dans la soixantaine achètent davantage de couches. Elles représentent 40% de toutes les ventes de couches au Japon. Ce qui n'est pas étonnant, puisque le Japon abrite actuellement la population la plus âgée au monde. Avant de poursuivre, voici notre coup de cœur d'abonné du jour. Regarde cette image d'un bar de rencontres au Japon, où des jeunes femmes très prisées sont allongées, attendant le prochain homme marié qui franchira la porte. Parmi tous les faits étranges propres au Japon, celui-ci pourrait bien être le plus déroutant. Le fonctionnement de ce bar de rencontre est si discret que la plupart de ces femmes ne découvrent jamais la véritable identité des hommes qui fréquentent ces lieux, surtout s'ils viennent de l'étranger. Alors que de tels endroits sont introuvables dans la plupart des pays occidentaux, il n'est pas rare d'en croiser plusieurs dans différentes villes japonaises. Comme toujours, partage tes impressions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Vieillissement de la population. Environ une personne sur 10 au Japon a désormais 80 ans ou plus. Près d'un tiers de la population dépasse les 65 ans, soit environ 36,23 millions d'individus. De plus, davantage de gens célèbrent leur 100e anniversaire au Japon qu'ailleurs dans le monde. Ce ne sont pas seulement des chiffres impressionnants, mais un véritable défi qui impacte le Japon de bien des façons. D'une part, le gouvernement doit dépenser davantage pour les soins de santé et les retraites. Pendant ce temps, la base fiscale se réduit chaque année. La productivité atteint son plus bas niveau historique, avec plus de gens quittant le marché du travail. Et selon les experts, le pays pourrait manquer de 11 millions de travailleurs d'ici 2040 si rien n'est fait pour stimuler le taux de natalité. En 2022, près de la moitié des travailleurs japonais avaient plus de 70 ans. Compare cela aux statistiques mondiales, où seulement 35% des entreprises privilégient les employés de plus de 55 ans. Mais qu'est-ce qui est plus abondant au Japon que les seniors? Les mangas, sans doute. Numéro 4. La folie des mangas. Ce n'est un secret pour personne que l'industrie des animés et des mangas est une source majeure de revenus pour les Japonais, et une large part de leur économie repose sur ce secteur. Mais savais-tu que les Japonais utilisent plus de papier pour les mangas que pour le papier toilette? Selon plusieurs rapports, plus de 600 catégories de mangas sont publiées chaque mois. Pour te donner une idée de la rentabilité de cette industrie, en 2020, elle valait plus de 612 milliards de yens, ce qui constitue un record plutôt remarquable. Évidemment, l'idée qu'ils consomment plus de papier pour les mangas que pour le papier toilette n'est pas totalement prouvée. Mais comme la plupart des foyers japonais utilisent des toilettes bidets modernes sans papier, cela semble presque plausible. Loin des mangas et du papier toilette, savais-tu aussi que le Japon héberge l'hôtel le plus ancien au monde? Numéro 3. L'hôtel le plus ancien du monde. Quand tu penses aux hôtels prestigieux, des villes comme Paris ou Rome te viennent spontanément à l'esprit. Mais peu de gens connaissent Nishiyama Onsen Keiunkan, une station japonaise située à Ayakawa, près du mont Fuji. C'est parce que cet hôtel est en activité depuis l'an 705, et il a été reconnu comme l'hôtel en fonctionnement le plus ancien au monde. C'est comme un patrimoine familial, transmis sur plus de 50 générations. Et il reste aussi vivant aujourd'hui qu'il l'était il y a 1300 ans. Tous, des anciens samouraïs aux célébrités influentes et aux politiciens, ont séjourné dans cet établissement. Et qui pourrait oublier le Moyaninō, le célèbre bain situé dans l'hôtel? Ce qui rend ce bain encore plus unique, c'est qu'il est alimenté directement par les sources chaudes, dont les visiteurs boivent également l'eau à la source. Mais en dehors de cela, souviens-toi que l'infidélité est normalisée au Japon. Eh bien, c'est peut-être parce que c'est l'un des rares endroits où les mariages arrangés perdurent encore. Numéro 2. Culture des mariages arrangés. Avant que les relations amoureuses ne deviennent la norme pour choisir un partenaire, les hommes et femmes japonais trouvaient leur conjoint via des rencontres arrangées appelées miai. Ces rencontres étaient généralement organisées par un entremetteur, connu sous le nom de nakodo. Cela pouvait être un parent, un collègue senior ou simplement une personne du quartier douée pour jouer les entremetteurs. Mais même si la plupart préfèrent aujourd'hui choisir leur partenaire eux-mêmes, cette tradition reste très présente au Japon. Contrairement à 1930, où environ 69% des couples se mariaient par un miai, ce chiffre est tombé à environ 5,2% récemment. Pour ceux qui souhaitent encore suivre ce processus, plusieurs entreprises proposent toujours de trouver l'âme sœur moyennant une petite somme. Certaines de ces agences comptent des dizaines de milliers de clients et facturent généralement jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de yens. En parlant de mariage, savais-tu aussi que beaucoup de couples japonais ne vivent pas vraiment ensemble? Numéro 1. Mariage du week-end. As-tu déjà entendu parler des mariages du week-end? C'est une nouvelle tendance que beaucoup de jeunes couples japonais adoptent désormais. Et cela transforme complètement la vision traditionnelle du mariage. L'idée est que les couples qui vivent et travaillent loin l'un de l'autre habitent dans des maisons séparées.
Ils ne se retrouvent que quelques jours par semaine. Certains appellent cela des mariages du week-end, d'autres des mariages séparés, ou shimatsu-kon. Mais cela pourrait bien être l'un des facteurs majeurs contribuant au faible taux de natalité. Bien sûr, ces deux personnes sont réellement mariées, elles pourraient même avoir un enfant ensemble, mais elles ne vivent pas sous le même toit comme une famille classique. Avec de plus en plus de femmes investissant du temps dans leur carrière, ce type de pratique gagne du terrain et pourrait représenter l'avenir du mariage au Japon tel qu'on le connaît. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour de nouvelles découvertes.